Bonjour et bienvenue au module 3, capsule 3.1. Le module 3 est constitué de 7 capsules. Dans cette première capsule, nous allons voir, ou revoir, selon le cas, les concepts de masse, volume et débit de matière. Pourquoi? Eh bien, dans la plupart des procédés métallurgiques, il y a des données très importantes à faire ressortir journalièrement, hebdomadairement, mensuellement et annuellement. Il s'agit de la production de l'usine. Cette production est basée bien sûr sur des instruments de mesure, mais aussi des lois. La première de ces lois est la loi de la conservation de la matière. Il est donc primordial de bien comprendre les concepts de masse, volume et débit de matière avant d'appliquer la loi de la conservation de la matière. Contenu de la capsule. Nous allons d'abord voir les concepts de masse, volume, densité et débit, puis nous allons exprimer mathématiquement la loi de conservation de la matière. Nous allons effectuer un exemple appliqué. Il s'agit d'un mélange de deux produits. Nous aurons dans cet exemple à poser les équations de conservation de la matière. Finalement, nous terminerons la capsule avec deux exemples de conversion de débit massique en débit volumique. Concept de masse et volume. La masse, vous le savez, c'est une quantité de matière. Par exemple, 3,4 tonnes d'aluminium, 35 tonnes d'acier, 2 kg d'eau. Je pense que ce sont des unités que vous connaissez bien. Le volume, quant à lui, c'est l'espace tridimensionnel qu'occupe une certaine quantité de matière. Par exemple, 140 mètres cubes d'eau, 12 litres d'acide sulfurique. Comment passer d'une masse à un volume? Eh bien, le rapport entre la masse et le volume, c'est la masse volumique, ou plus communément, la densité. La formule de base est densité est égale à la masse divisée par le volume. Faisons un premier exemple. On a un bloc de 3,4 tonnes d'aluminium pur et on vous demande le volume occupé par ce bloc d'aluminium. On suppose qu'il n'y a aucune porosité. Si la densité de l'aluminium est de 2,7 tonnes par mètre cube, on peut donc calculer le volume occupé. Alors, ce que l'on a fait ici, c'est simplement isoler la variable V en fonction des deux autres, soit la masse et la densité. On peut donc substituer les valeurs 3,4 tonnes divisé par 2,7 tonnes par mètre cube. Cela va nous donner 1,259 mètres cubes. C'est le volume occupé par 3,4 tonnes d'aluminium. Passons maintenant à la loi de conservation de la matière. Une des lois de conservation très utilisées dans les procédés de production minéralurgique et métallurgique est la conservation de la matière. Que dit cette loi? C'est très simple. Ce qu'elle dit, c'est que dans une unité de production métallurgique, la masse est tout simplement conservée. Mathématiquement, on écrit ceci. La somme des intrants de ce procédé équivaut à la somme des extrants de ce même procédé. On parle toujours ici de masse. Voici un petit exemple. Nous avons un broyeur ici pour réduire la taille de particules provenant d'un minerai. Ce pourrait être un minerai de cuivre, un minerai de fer, un minerai de zinc, qu'importe. Nous ajoutons ici de l'eau pour ajuster le pourcentage solide dans le broyeur et nous produisons une pulpe dont la granulométrie est plus faible que celle du minerai. Nous avons ici un système qui possède deux entrées et une sortie. Vous avez une première entrée ici, qui est l'entrée du minerai. Vous avez une autre entrée ici, qui est l'entrée d'eau. Et vous avez une sortie ici, qui est la sortie de pulpe, qui est un mélange entre le minerai broyé et l'eau qui a été ajoutée dans le broyeur. Si on voulait faire du bilan de matière, on pourrait utiliser la loi de conservation de matière qui dit que la somme des intrants est égale à la somme des extrants. Alors vous voyez ici qu'il n'y a pas d'accumulation dans le broyeur. La matière séjourne un certain temps dans le broyeur et les particules sont expulsées à la décharge du broyeur.
Qu'implique la conservation de la matière? Eh bien, elle implique que la masse totale se conserve, comme on l'a vu dans l'exemple précédent. Il faut considérer le solide, le liquide et les gaz. Et dans plusieurs procédés, il y a des changements de phase. Il faut donc considérer le passage d'une phase à l'autre dans notre bilan de matière. Deuxième point, les éléments purs se conservent. Vous savez, les éléments qu'on retrouve sur le tableau périodique? Eh bien, dans les procédés métallurgiques et minéralurgiques, il n'y a pas de fission nucléaire. Voici quelques cas particuliers pour certaines unités de production. La granulométrie peut se conserver, par exemple dans des appareils de classification comme des hydrocyclones ou un classificateur hydraulique. La granulométrie est totalement conservée car il n'y a pas de fragmentation des particules. À l'inverse, si vous tentez de faire du bilan granulométrique dans un broyeur ou un concrasseur, ça ne va pas du tout, puisque la granulométrie va justement changer, c'est précisément la fonction de ces équipements. L'eau se conserve lorsqu'elle ne participe pas à une réaction chimique. Les composés chimiques se conservent aussi. Ceci est vrai lorsqu'ils ne participent pas à des réactions chimiques. Faisons un autre exemple. Il s'agit ici d'effectuer un mélange de deux produits. Savez-vous qu'effectuer un mélange de produits s'exprime au moyen d'équations de bilan de matière? Eh bien, c'est ce que vous allez voir dans cet exemple. On vous demande de préparer une solution acide à 20% à partir de deux bouteilles. On a d'abord ici la bouteille numéro 1 qui contient 100 kg de solution et dont la teneur acide est de 78%. Ici, l'acide n'a pas vraiment d'importance. Ce qu'il faut comprendre, c'est simplement les concepts de masse, représenté par la lettre M, et de teneur, représenté par la lettre T. Dans une deuxième bouteille, nous avons une solution qui contient une certaine quantité, non spécifiée ici, et dont la teneur est de 15% acide. Finalement, il y a une troisième bouteille. C'est précisément le mélange que vous êtes en train de faire, dont la masse vous est parfaitement inconnue, parce que voilà, c'est le problème à résoudre ici, mais vous avez une teneur visée de 20%. Si on résume le problème, vous devez préparer une solution à 20% acide et vous avez deux bouteilles, une à 78% acide et l'autre à 15% acide. Il s'agit donc de déterminer la quantité de matière que vous allez prendre dans la bouteille numéro 2 et de déterminer la quantité d'acide que vous allez produire dans la bouteille numéro 3. N'oubliez jamais, la première étape quand vous faites du bilan de matière, c'est de faire un schéma. Vous devez aussi identifier quel type de système vous avez à faire. Ici, c'est un système à deux entrées et une sortie. C'est très important d'identifier le type de système. La deuxième étape, c'est d'écrire les équations de bilan. Alors, écrivons la première. Le bilan de masse est très simple à formuler. La masse de la bouteille 1 plus la masse de la bouteille 2 est égale à la masse de la bouteille numéro 3, c'est-à-dire la solution que vous allez produire, représentée par le symbole MP, pour la masse produite. Deuxième équation, c'est votre bilan acide. Ce que l'on sait dans ce mélange, c'est qu'il y a conservation de l'acide. Donc, si vous faites le produit entre la masse et la teneur acide, vous obtenez ici une certaine masse d'acide. Vous faites la même chose pour la bouteille 2, c'est-à-dire le produit entre la masse que vous ne connaissez pas, multiplié par la teneur acide dans la bouteille 2 qui est de 15%, et vous obtenez donc une masse d'acide numéro 2. Qu'avez-vous comme extrant? Vous avez donc une masse d'acide numéro 3 ici, en faisant le produit de la masse produite que vous ne connaissez pas, multiplié par la teneur acide visée qui est de 20%. L'étape numéro 3, bien sûr, c'est d'établir le schéma de résolution de ce problème de bilan. Alors, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît M1, T1, T2 et T3. Qu'est-ce qu'on ne connaît pas? On ne connaît pas M2 et on ne connaît pas M3, qui est en réalité MP. La question que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous pouvez résoudre un tel système? Combien avons-nous formulé d'équations? Vous vous en rappelez? Eh oui, nous avons formulé deux équations
Et si nous regardons bien le système, nous avons deux inconnus. Alors, est-ce qu'on peut résoudre selon vous? Bien sûr que l'on peut résoudre, et c'est ce que nous allons faire à la prochaine acétate. Nous rappelons ici nos équations de bilan de masse et de bilan d'acide. La première équation, en substituant les valeurs que l'on connaît, est donc 100 kg, c'était le poids de la bouteille numéro 1. Nous avons la masse numéro 2 ici, et c'est égal à la masse totale, MP. Le bilan d'acide, c'est la masse 1 multipliée par 0,78, qui était la teneur acide dans la bouteille 1, plus la masse 2 multipliée par 0,15, qui était la teneur acide dans la bouteille 2. C'est égal à la masse produite multipliée par la teneur visée, qui est de 20%. La méthode proposée pour résoudre un tel système, c'est la méthode par élimination. En quoi ça consiste? Vous vous en rappelez? D'abord, vous écrivez vos équations et vous les identifiez soigneusement. Ici, l'équation 1, c'est l'équation de bilan de masse, et l'équation 2, c'est l'équation de bilan acide. Vous injectez dans chacune des équations les valeurs numériques. Le principe de l'élimination, c'est d'éliminer une variable commune aux deux équations. Vous pourriez être intéressé à éliminer la variable M2, juste ici. La question, c'est comment faire? Voyez ici dans l'équation 2 que vous avez un coefficient qui est de 0,15. La méthode par élimination consiste à prendre le coefficient d'une équation et à l'utiliser dans l'autre équation, de sorte que nous allons pouvoir faire une soustraction entre les deux équations pour éliminer la variable. Voici comment faire. Supposons que nous prenons l'équation numéro 1 et que nous la multiplions par 0,15. Voici le résultat. Nous avons donc 100 multiplié par 0,15, ce qui va donner 15. 0,15 multiplié par M2 va donner 0,15 fois M2. Et 0,15 fois MP qui va nous donner 0,15 fois MP. Comment procède-t-on à l'élimination de la variable M2? Il s'agit ici de soustraire l'équation 1 de l'équation 2. Voyez? Nous écrivons nos deux équations, donc l'équation 2 ici en rose, et nous écrivons l'équation 1 modifiée ici en blanc. Nous effectuons ensuite la soustraction. La variable M2 va complètement disparaître. Que nous reste-t-il à la fin? Eh bien, si vous faites la soustraction entre 0,2 fois MP et 0,15 fois MP, il va vous rester 0,05 MP. Maintenant, du côté gauche, si vous faites la soustraction entre 78 et 15, vous obtenez 63. Êtes-vous capable d'isoler la variable MP? Vous vous en rappelez, n'est-ce pas? Vous obtenez donc 1260 kg. Est-ce que vous vous doutiez de cette réponse? Analysons notre exemple. Vous comprenez qu'un problème de bilan peut devenir rapidement complexe à résoudre lorsqu'on ne prend pas le temps de bien poser ses équations. L'exemple précédent, qui était tout simplement un mélange de deux produits, peut se résoudre effectivement instinctivement. Par contre, en utilisant une technique de bilan matière, c'est beaucoup plus rigoureux, mais il vous faut écrire vos équations correctement. La méthode de résolution mathématique proposée, par élimination, remplace avantageusement la méthode traditionnelle de substitution. Je vous suggère fortement de toujours utiliser cette méthode d'élimination, plutôt que la méthode de substitution. Bientôt, vous aurez à résoudre des systèmes à 3 équations et 3 inconnus. Et je peux vous garantir que si vous tentez de le faire par substitution, vous allez commettre des erreurs. Rappelez-vous de la démarche? Vous faites d'abord un croquis du système. Vous identifiez le type de système. Dans notre exemple, c'est un système 2 entrées, 1 sortie. Vous identifiez les variables connues et inconnues du système. Vous vous rappelez dans notre exemple, c'était quoi les variables inconnues? Nous avions effectivement la masse de la bouteille numéro 2 et la masse produite. Nous connaissions donc toutes les teneurs, la masse contenue dans la bouteille 1, mais nous ne connaissions pas la masse de la bouteille 2 et encore moins la masse d'acide à produire avec 20% teneur acide. Vous posez ensuite vos équations de bilan matière. Vous posez vos équations de conservation d'espèces chimiques, comme nous avons fait, en faisant intervenir les teneurs.
vous effectuez la résolution des équations, de préférence par élimination, et vous identifiez la réponse obtenue. Voilà, vous appliquez ces 7 étapes lorsque vous faites un problème de bilan matière et vous êtes certain de parvenir à vos fins. Autre sujet de cette capsule, il s'agit de passer du domaine discontinu au domaine continu. Vous voyez que dans notre exemple de mélange de deux produits, c'est en réalité une recette qu'on applique. On prend deux quantités de matière et on les mélange ensemble. Cela nous donne une troisième bouteille qui contient la concentration voulue. Mais dans les usines, il est plutôt rare de faire de tels mélanges. En général, les procédés sont dits continus. C'est beaucoup plus productif. Ainsi, ce ne sont plus les masses et les volumes de matière que l'on utilise comme variables. Ce sont plutôt les débits massiques et les débits volumiques. Comment transférer dans le système continu? Eh bien, voici un parallèle fort simple. Vous savez que la densité, c'est la masse divisée par le volume. Eh bien, ça équivaut exactement au rapport entre le débit massique et le débit volumique, puisqu'ici, la variable temps apparaît autant au numérateur qu'au dénominateur. Alors, que va-t-il se passer? Nous allons retrouver les unités de la densité. Retenez ça, c'est bien pratique. Effectuons un exemple de conversion débit massique en débit volumique. Nous avons un débit de 110 tonnes par heure de gâteau filtre qui circule sur un convoyeur. Qu'est-ce que c'est qu'un gâteau filtre? Eh bien, c'est simplement une pulpe qui a passé à travers un filtre pour abaisser son pourcentage d'humidité. Les pourcentages d'humidité à la sortie d'un filtre sont de l'ordre de 7 à 12 %. Dans notre exemple, nous allons fixer que nous avons un taux d'humidité de 8 % sur une base humide et que la densité du minerai sec est de 5,2 g par cm3. La question? Quel est donc le débit volumique? Vous voyez, dans le problème, on connaît le débit massique, mais on vous demande de calculer le débit volumique. Cela en connaissant le pourcentage d'humidité et la densité du minerai sec. On n'a pas le choix ici. Il vous faut absolument calculer la densité du gâteau filtre. Si vous n'avez pas la densité du gâteau filtre, comment allez-vous faire pour passer d'un débit massique à un débit volumique, puisque c'est la variable de densité qui permet cette transformation? Étape 1. Nous calculons donc la densité du gâteau filtre. Au numérateur, on a ici le débit massique, qui est de 110 tonnes par heure. Et au dénominateur, nous avons ici le volume, qui est occupé. Et au dénominateur, nous avons ici le volume qui est occupé par le solide. Et nous avons ici le volume qui est occupé par le liquide. Regardez comment on fait pour calculer le volume occupé par le solide. Nous avons le débit massique ici, et le pourcentage solide est nécessairement de 92 %, puisque nous avons dit que le pourcentage d'humidité était de 8 % sur une base humide. Donc 92 % du débit total nous donne le débit de solide. Nous divisons donc par la densité du solide, 5,2 g par cm3, qui équivaut à 5,2 tonnes par mètre cube. Nous faisons la même chose pour le volume de liquide, soit 8 % d'eau dans 110 tonnes par heure. Nous obtenons, à la suite de ce calcul, une densité de 3,892 tonnes par mètre cube. C'est la densité de votre gâteau filtre. Vous voyez que la densité est beaucoup plus basse que la densité du minerai sec. Ceci du fait de la présence de 8 % d'eau. Deuxième étape, il s'agit de recalculer votre débit volumique. Vous aviez donc au départ 110 tonnes à l'heure. Vous avez calculé votre densité de 3,892 tonnes par mètre cube. Voyez ici les tonnes qui se simplifient, les mètres cubes qui remontent au numérateur, alors que les heures vont au dénominateur. Vous obtenez 28,26 mètres cubes par heure. C'est votre débit volumique. Deuxième exemple, il s'agit d'une modification de l'exemple 1A. Vous avez le même débit, soit 110 tonnes à l'heure de gâteau filtre, qui circule sur le convoyeur. Cette fois, nous allons exprimer le taux d'humidité sur une base sèche. C'est toujours de 8 %, mais la base de calcul n'est plus la base de gâteau filtre.
Le 8% est par rapport au minerai sec. La densité du minerai sec est toujours la même, soit 5,2 g par centimètre cube. Quel sera le débit volumique? Étape 1, on recalcule le taux d'humidité. Qu'est-ce qu'un taux d'humidité? C'est très simple en réalité. Mais voyez comment une équation que nous ne prenons pas toujours la peine d'écrire va nous être utile. Le pourcentage d'humidité, c'est la masse d'eau sur la masse de minerai sec. Puisque nous l'avons dit, le 8% est sur une base sèche. Or, la masse de minerai sec plus la masse de minerai d'eau est égale à la masse de gâteau-filtre. On est bien d'accord. Prenons notre base de 8% d'eau. Nous reprenons notre équation du pourcentage d'humidité ici. Au numérateur, nous avons notre masse d'eau. Et au dénominateur, nous allons isoler la masse de minerai sec que nous retrouvons ici et dans cette équation pour faire apparaître la masse d'eau et la masse de gâteau-filtre. Alors, si nous prenons notre base de 8% d'eau, eh bien, nous avons bien compris que c'est donc 8 tonnes d'eau pour chaque 100 tonnes de minerai sec. Alors, la masse de gâteau-filtre, ici, moins 8 tonnes d'eau, va nous donner automatiquement la masse de minerai sec qui est de 100 tonnes. Puisque c'est 8% d'eau, il nous faut bien 100 tonnes de minerai sec. Vous êtes d'accord? Donc, la masse de gâteau-filtre est de 108 tonnes, la masse de minerai sec est de 100 tonnes, pour une masse d'eau de 8 tonnes. Voyez que le problème est plus complexe parce que le laboratoire nous a donné une teneur en humidité par rapport à une base sèche. Poursuivons notre problème. On rappelle ici les données obtenues, soit 108 tonnes pour la masse du gâteau-filtre, 100 tonnes pour la masse de minerai sec et une masse d'eau de 8 tonnes, puisque nous avions une base de départ qui était de 8%, donc nous avons pris comme masse de départ 100 tonnes de minerai sec. Nous avons 110 tonnes de gâteau-filtre par heure. Mais nos calculs sont basés sur 108 tonnes de gâteau-filtre en réalité. Il nous faut donc faire une règle de 3 ici pour trouver la quantité d'eau associée à 110 tonnes de gâteau-filtre. Vous vous rappelez comment faire une règle de 3, j'espère. C'est tout simplement une règle de proportionnalité. Si pour 108 tonnes de gâteau-filtre, j'ai 8 tonnes d'eau, pour 110 tonnes de gâteau-filtre, j'aurai combien d'eau? Vous faites donc votre produit croisé, soit 8 tonnes à l'heure d'eau multiplié par 110 tonnes à l'heure de gâteau-filtre divisé par 108. Vous allez obtenir les valeurs suivantes, soit 8,148 tonnes à l'heure d'eau, et puisque vous savez que vous avez 110 tonnes à l'heure de gâteau-filtre, vous avez donc 101,852 tonnes à l'heure de minerai sec. Quel est le débit volumique de pulpe? Encore une fois, vous devez recalculer votre densité. Vous avez au numérateur votre débit massique de gâteau-filtre et vous mettez au dénominateur, ici, les masses respectives de débit de solide et de débit d'eau. Vous faites donc le même calcul que nous avons fait dans l'exemple 1A. Mais cette fois, la densité est légèrement modifiée. Elle est de 3,966 tonnes par mètre cube. Le volume est donc de 27,73 mètres cubes par heure. Il y a donc une différence entre fixer un taux d'humidité par rapport à une base sèche et un taux d'humidité par rapport à une base humide. C'est déjà la fin de cette capsule 3.1. Il y a déjà des exercices de prêt pour vous sur NetQuiz Pro. À bientôt pour la prochaine capsule.